Voici la petite Diomède, l'île habitée la plus isolée des États-Unis, située au milieu du détroit de Bering, plus proche du continent russe que de n'importe quel endroit en Amérique. Techniquement, elle se trouve à seulement 135 miles au nord-ouest de la ville déjà isolée de Nome, sur la partie continentale de l'Alaska. Mais cette distance est trompeuse car il n'y a aucun moyen facile de la traverser. Il n'y a pas de piste d'atterrissage sur l'île, ni de port, car le terrain est trop escarpé et rocheux. C'est essentiellement une montagne presque verticale qui surgit directement de la mer, avec le village accroché à une étroite plage d'un côté et des falaises partout ailleurs. Et la petite Diomède n'est pas un endroit unique en son genre. Il y a l'île Atka, un minuscule village à 1100 miles le long de la chaîne des Aléoutiennes, situé dans l'un des pires climats pour voler sur Terre, où un vol programmé est moins une garantie qu'une simple suggestion. Les tempêtes et le brouillard sont si fréquents qu'être bloqué plusieurs jours avant de partir ou d'arriver fait partie de la vie. Ou si nous revenons sur le continent des États-Unis, il y a Supai, en Arizona. C'est techniquement une partie de la réserve indienne Havasupai, ce qui en fait une terre tribale souveraine, mais c'est aussi la communauté la plus isolée des 48 États continentaux. Donc je veux dire, nous devons l'inclure. Elle se trouve au fond du Grand Canyon, à 600 mètres sous la crête, et il n'y a aucune route pour y accéder. Pour y arriver, vous vous garez à un endroit appelé Wallapai Hilltop, puis vous descendez dans le canyon à pied ou à dos de mule sur 13 km, ou si vous en avez les moyens, en hélicoptère. C'est le dernier endroit aux États-Unis où le courrier est livré par une caravane de mules. On se demande alors comment ces lieux fonctionnent vraiment. Rappelez-vous, ce ne sont pas des stations de recherche occupées quelques mois par une poignée de scientifiques. Ce sont de véritables communautés où les gens vivent toute l'année, génération après génération. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il ? Comment est-il possible pour ces personnes de vivre dans des régions aussi isolées ? Eh bien, quand on est aussi éloigné du reste du monde, les règles habituelles ne s'appliquent plus. Commençons par ce rocher dans le détroit de Bering. Petite Diomède est l'île et Diomède est la ville, qui abrite environ 80 personnes, presque toutes des Inupiats, qui y vivent depuis au moins 3000 ans. C'est la région d'Amérique la plus proche de la Russie. À seulement 3,8 km de l'autre côté de l'eau se trouve Big Diomède, qui appartient à la Russie, et la Russie continentale elle-même n'est qu'à 88 km. Durant la guerre froide, cette étendue d'eau fut appelée rideau de glace. Alors comment une ville de 80 habitants survit-elle sur un rocher presque vertical, sans quai, sans route et sans aéroport ? Eh bien, la petite Diomède ne tient pas vraiment toute seule. Elle bénéficie d'un réseau d'aide fédérale, étatique et de la corporation autochtone, justement parce qu'aucune entreprise ne desservirait un tel endroit. Aucune compagnie aérienne ne ferait voler un hélicoptère vers une île de 80 habitants pour gagner de l'argent. C'est pourquoi le gouvernement fédéral subventionne cela. Et de nos jours, cela passe par un programme fédéral appelé le Service aérien essentiel. Les soins de santé sont également fournis par une société régionale de santé autochtone. Le soutien plus large passe par l'Indian Health Service et le Bureau des Affaires indiennes, et la terre elle-même est gérée par une société tribale. La Commission Denali, une agence fédérale conçue pour fournir des services publics de base et des infrastructures à l'Alaska rural, s'associe à ces tribus pour financer des projets communautaires essentiels. Si l'on enlève un de ces éléments, l'île ne fonctionne plus. Il n'y a même pas d'eau courante dans les maisons. L'eau issue d'une source de montagne est simplement stockée dans d'immenses réservoirs de 434 000 gallons. Les habitants transportent manuellement l'eau traitée jusqu'à leur maison, le pergélisol empêchant l'installation de canalisations souterraines. Maintenant, ces provisions sont leur propre forme de miracle. Chaque été, une barge apporte des marchandises en vrac, constituant souvent l'unique livraison annuelle de fret. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos. Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%.
Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Arrivé, les hommes se ruent sur la plage étroite et remontent tout à la main, faute d'endroit pour accoster ou de moyens de décharger la cargaison. C'est le stock annuel du magasin autochtone de Little Diomed, seule boutique de l'île. En plus de cela, pour recevoir du courrier, Diomed est l'une des seules villes des États-Unis où il est livré entièrement par hélicoptère, chaque semaine. Mais la nourriture qui nourrit réellement les gens ne vient généralement pas de cette barge. Elle vient de l'eau. C'est une économie de subsistance basée sur la chasse aux phoques, aux morses et aux poissons, ainsi que sur la chasse à la baleine et aux crabes quand ils peuvent en attraper. Les peaux deviennent des parkas et des bottes en peau, et la seule chose qu'ils vendent au reste du monde, c'est l'ivoire sculpté. C'est essentiellement la seule exportation de l'île qui rapporte de l'argent. Il n'y a pas d'industrie. Les seuls vrais emplois stables sont à la mairie, à la poste et à l'école, qui se trouve être l'école la plus isolée de tous les États-Unis également. Et que se passe-t-il quand quelque chose tourne mal? Eh bien, il n'y a pas d'hôpital. Une petite clinique dans le bâtiment de la laverie assure les soins de base. Pour tout problème grave, il faut un vol d'1h30 jusqu'à Nome. Également le lieu des policiers les plus proches en cas de crime. Mais il vaut mieux espérer qu'il n'y ait pas de gros retard à cause de la météo dans ces moments-là. Sinon, vous êtes tout simplement coincé. En hiver, quand la mer gelait complètement, les villageois avaient l'habitude de tailler une piste d'atterrissage directement sur l'océan gelé pour que les petits avions puissent se poser. Mais le réchauffement climatique a rendu la glace de mer environnante trop fine et instable pour y atterrir. Maintenant, allons 1100 miles au sud-ouest, le long de la chaîne des Aléoutiennes jusqu'à l'île d'Atka. C'est la deuxième communauté habitée en permanence la plus à l'ouest de tout le pays, après l'île d'Adak, qui est en fait plus développée et plus facile d'accès. C'est un village aléoute d'environ 60 personnes. Et à bien des égards, il fonctionne de la même manière que Diomed. Le même réseau de soutien fédéral, le même régime de subsistance, à base de phoques et de lions de mer partagés de maison en maison, la même poignée de salaires gouvernementaux issus de l'école, de la clinique et du gouvernement local, ainsi qu'une unique boutique, l'Atka Village Store. Il y a cependant une petite usine locale de transformation du poisson, Atka Pride Seafoods, qui fonctionne de façon saisonnière et transforme le flétan et la morue charbonnière pour la flotte de 45 bateaux qui passent dans la région. Mais ces bateaux ne viennent pas d'Atka même. 9 personnes sur l'île détiennent des permis de pêche commercial, opérant autour des Aléoutiennes et livrant à l'usine locale durant la saison, formant ainsi une petite industrie. L'île possède une piste d'atterrissage en gravier de 3100 pieds, héritée de son passé de terrain d'aviation de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que Diomed n'a même pas. Cependant, dans certaines des pires conditions météorologiques pour voler sur la planète, cette piste d'atterrissage n'est utile que dans la mesure où le brouillard le permet. Il n'y a pas non plus d'hôpital ici ni de police, donc toute urgence signifie une évacuation aérienne de 2h30 vers, assez ironiquement, un endroit appelé Unalaska. Mais encore une fois, les retards dus à la météo sont fréquents, donc les temps d'attente sont généralement beaucoup plus longs. Atka aujourd'hui, c'est l'histoire d'un lent déclin maîtrisé, passant d'environ 95 personnes au tournant du siècle à environ 60 aujourd'hui. Alors maintenant, quittons complètement l'Alaska et revenons sur le continent américain, à Supai, au fond du Grand Canyon. Et ici, nous découvrons un modèle de l'isolement complètement différent. Voyez-vous, Diomed et Atka sont des villages de l'Alaska. Façonnés par une loi appelée l'Alaska Native Claims Settlement Act de 1971, une loi qui a effacé les revendications territoriales traditionnelles à travers l'Alaska et a transformé les résidents autochtones en actionnaires de sociétés à but lucratif, Supai est tout le contraire. C'est une réserve autochtone classique, la capitale de la tribu Havasupai, située sur des terres fédérales en fiducie au fond du canyon, gouvernée par la tribu elle-même. Les Havasupai vivent dans ce canyon depuis plus de 800 ans et leur histoire moderne est celle d'un peuple au territoire constamment réduit. En 1882, après qu'une ruée vers l'argent eut amené des prospecteurs et le chemin de fer dans la région, le président Chester Arthur a confiné toute la tribu à seulement 518 acres, la plus petite réserve des États-Unis à l'époque. Puis en 1919, la création du parc national du Grand Canyon a coupé la migration saisonnière vers le sommet qu'ils pratiquaient depuis des siècles, les piégeant au fond du canyon. Il a fallu attendre 1975 pour que cela commence à être réparé, lorsque le président Gerald Ford a signé la loi sur l'agrandissement du parc national du Grand Canyon, qui a restitué environ 185 000 acres à la tribu. Donc, contrairement aux autres, Supai a en fait récupéré ses terres.
Aujourd'hui, environ 200 personnes vivent dans le village. Et la façon dont Supay reçoit ses provisions est vraiment unique en Amérique. Le courrier arrive à dos de mule 5 jours sur 7, faute de route, sur la dernière liaison officielle par mule du pays, en service depuis les années 1930. 5 jours par semaine, une file de jusqu'à 22 mules menée par un seul muletier à cheval parcourt 13 km pour descendre dans le canyon. La descente prend 3 heures, la remontée 5, chaque mule portant jusqu'à 90 kg répartis équitablement. Elle transporte des conserves, des caisses d'eau, des médicaments, des produits frais, et oui, même des colis Amazon. La logistique derrière tout cela est tout aussi étrange. Une entreprise d'épicerie sous contrat envoie d'abord les marchandises à Peach Spring, Arizona, où le bureau de poste possède une chambre froide spéciale pour conserver les aliments surgelés avant la prochaine étape. C'est le seul bureau de poste du pays à en avoir une. Les marchandises sont ensuite transportées en camion sur 60 miles jusqu'à Wallapai Hilltop, point de départ du sentier vers Supay, où elles sont confiées aux palefreniers pour la descente. Pourquoi donc le service postal continue-t-il de livrer dans un village du Canyon de 200 habitants? Eh bien, cela tient à un principe ancré dans la poste depuis les années 1770. Le service postal des États-Unis a été créé pour servir tous les Américains, quoi qu'il arrive. Maintenant, parmi les 3 endroits dont nous avons parlé, Supay est de loin le plus stable économiquement. Et la raison en est le tourisme. Ce ruisseau turquoise traverse le canyon et crée des cascades bleu-vert spectaculaires. Chaque année, des milliers de personnes y descendent à pied pour les admirer. Mais il ne suffit pas de s'y présenter. Chaque visite nécessite un permis préalable qui coûte 455 $ par personne, réservé directement auprès de la tribu, et la demande dépasse largement le nombre de places disponibles. Ces frais de permis sont le moteur de toute l'économie locale, et les convois de mules, le petit lodge, l'unique supérette et le seul café emploient tous des membres de la tribu. C'est une ville isolée qui a su transformer son isolement en un produit. Bien sûr, même cela a sa fragilité. Toute l'économie dépend d'un seul ruisseau et d'un sentier de 13 km, et des crues soudaines traversent périodiquement le canyon, détruisent le sentier et forcent des évacuations, ce qui est arrivé plusieurs fois depuis 2018. Il n'y a qu'une seule école de la maternelle à la 8e année, l'école élémentaire Havasupai, gérée par le Bureau de l'éducation indienne, mais elle n'a pas de lycée. Voilà donc les 3, il y a des histoires différentes, des règles différentes, mais si vous regardez de près, ils finissent tous par rencontrer le même problème, garder les jeunes. Vous voyez, chacun de ces endroits a une école, mais il n'y a pas d'université ni de parcours professionnel après, donc ils doivent repartir. Les adolescents de l'Alaska rejoignent des centres régionaux ou Anchorage, tandis que les enfants de Supay quittent le canyon pour poursuivre leurs études. Partir fait partie du cycle de vie, ici, en grandissant. Le problème, c'est que beaucoup ne reviennent jamais. Le monde extérieur propose emploi, amis, relations et une liberté que ces lieux ne peuvent offrir. Revenir, c'est renoncer à tout cela. Dans un village de 60 ou 80 habitants, les chiffres sont impitoyables. Perdre quelques jeunes familles n'est pas qu'une statistique. C'est une part mesurable de l'avenir qui s'en va. C'est une spirale, et une fois qu'elle commence, elle a tendance à s'auto-alimenter. La bataille ne porte plus seulement sur la géographie, mais aussi sur le temps, car les jeunes partent construire leur avenir. Certains décident ensuite de revenir. Ils restent parce qu'ici, c'est chez eux, d'une manière qu'une ville pleine d'inconnus ne pourra jamais offrir. Il y a dans cette persévérance quelque chose qui mérite le respect. La simple conviction qu'un endroit habité depuis des milliers d'années mérite qu'on s'y accroche. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.